Mon exposé s'inscrit dans le prolongement de celui de Grégory Lefkovitch, puisque je vais vous parler de l'école de Bruxelles. Il vous a montré ses origines au tournant de 1900. Je ne vais pas prolonger cette analyse en vous faisant de 1900 à maintenant 2018. Je préférais plutôt essayer de vous montrer finalement l'impact, l'influence, le rôle qu'a pu avoir finalement cette méthode de pensée, cette méthode de droite sur une question bien particulière, la question européenne, et finalement cette question européenne est lors d'une période de temps bien définie qui est les années 60. Et en ça, je fais droit, je fais honneur à ce que Nader Hakim nous proposait hier. Penser les écoles, c'est penser un moment, c'est penser dans les faits. Et donc, je vais essayer de montrer en quoi il y a une influence et finalement cette école de Bruxelles a eu un impact sur la question européenne au cours de cette période. Mais je me rends compte aussi qu'on a évoqué à différentes reprises cette école de Bruxelles, et je pense qu'il était nécessaire, en guise de remarque liminaire, peut-être de rappeler quelques traits saillants de cette école de Bruxelles, qui n'est peut-être pas aussi connue que j'aimerais le croire. Et donc, je vais passer 2 petites minutes à vous dire, cette école de Bruxelles, pour moi, c'est principalement 4 traits saillants, ou ce que Stéphane Goldsberg appellerait facteurs de différenciation, ou, pour reprendre l'expression de Frédéric Rouvière, noyau épistémologique. Je pense que cette école de Bruxelles, c'est d'abord une approche qui se veut réaliste, contextuelle, pragmatique du droit, c'est-à-dire il privilégie l'étude du droit vivant, c'est-à-dire le droit dans sa pratique, par l'examen de cas, plus que par l'examen des sources. C'est une approche du droit qui met plus l'accent, ou qui reconnaît une prééminence à l'efficacité de la règle de droit sur sa validité formelle, et qui embrasse donc une conception large des sources du droit. Cette conception large des sources du droit aboutit, et c'est le deuxième trait saillant, à accorder du crédit à l'interdisciplinarité. L'idée, c'est d'impliquer plusieurs disciplines dans une perspective unique. Pas facile, mais c'est en tout cas l'ambition que nous en avons. Enfin, troisième trait saillant, c'est la reconnaissance du droit comme un lieu de conflit. Le juriste de l'école de Bruxelles n'est pas extérieur au contexte social. Il y participe pleinement à travers un engagement manifeste au service des causes qu'il entend défendre. Enfin, dernier trait saillant, c'est une conception instrumentaliste du droit. Le droit comme un moyen vers une fin, et non pas comme une fin en soi. Voilà les traits saillants que je voulais vous rappeler en guise de remarque liminaire. Alors, cette question européenne, je vous replonge dans le contexte. Le contexte, c'est le traité de Rome 1957. Ce traité de Rome est un hybride. C'est un hybride entre, d'une part, finalement, le modèle dont il s'inspire, qui est le modèle de la CECA, qui est un vrai modèle d'organisation supranationale. Et puis la CECA fonctionne bien. On essaye de mettre en place une communauté européenne de défense qui, finalement, se voit opposer un veto de l'Assemblée nationale française. Et donc, on produit en 1957 une organisation internationale qui s'inspire d'une organisation supranationale, mais qui doit être un peu moins ambitieuse parce qu'il y a eu cet échec de la communauté européenne de défense. Et donc, on oscille entre un modèle supranational et intergouvernemental. Donc, il y a une hybridité qui est là à la naissance. Et au cours des années 60, quelques années après, l'Union européenne, ou ce qui s'appelait la Communauté économique européenne, est à la croisée des chemins. Parce que d'un côté, il y a eu une appropriation, une véritable OPA du droit international public immédiatement sur cette nouvelle organisation internationale. Et les internationalistes essayaient de faire de l'Union européenne une sous-catégorie du droit international public, avec donc ses méthodes, ses conceptions, son rôle. Et au niveau politique aussi, les années 60, c'est le retour au pouvoir, donc, enfin c'était déjà le pouvoir, mais c'est la période de Charles de Gaulle qui n'était pas très supranationaliste, et c'est la période de la politique de la chaise vide en 1965. Donc on a d'un côté finalement une vision assez frileuse de l'Union européenne, et de l'autre côté on a cette Cour de justice, la Cour de justice de l'Union européenne qui
va véritablement faire des coups de droit, des coups de force, avec deux arrêts qui sont bien connus en Europe, qui sont les fameux arrêts Van Gentenloos et Costa contre Enel, où la Cour, ces 6 juges, décident de créer finalement un nouvel ordre juridique, tout simplement, et ils considèrent que le droit produit par les institutions européennes prime le droit national de quelque nature qu'il soit. Et donc, ce contexte ayant été dit, la question sur laquelle je veux me focaliser ici, c'est la question de la primauté. Elle est proposée par la Cour de justice, enfin, elle est imposée normalement par la Cour de justice de l'Union européenne dans les arrêts Van Gentenloos et surtout Costa contre Enel. Et derrière cette question de la primauté, en fait, se cache une question plus fondamentale, plus large, qui est de savoir est-ce qu'on veut une Europe politique ou on veut une Europe par le droit? Est-ce qu'on veut une organisation internationale ou est-ce qu'on veut une organisation supranationale? Est-ce qu'on veut une union régie par le droit international public ou est-ce qu'on veut une construction autonome, une nouvelle matière en tant que telle? Alors, cette période, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à lire le merveilleux livre d'Antoine Vaucher, L'Union par le droit. Il a très bien décrit les dynamiques européennes qui étaient en jeu à ce moment-là. Moi, ici, je voudrais me focaliser sur une perspective belge. C'est la perspective belge. Qu'en a fait la Belgique de cette question-là? La Cour de justice nous propose cette primauté et finalement, ça a causé un débat très fort. Et dans ce débat, dans cette question qui, comme je vous le dis, n'est pas une question mineure, eh bien, l'école de Bruxelles a eu un rôle, je pense, important. Et il y a eu la figure de proue de l'école de Bruxelles pour les questions européennes à cette époque, c'est le fameux Walter-Jean Genshoff van der Merch. Alors, je pourrais vous parler longtemps de ce Walter-Jean Genshoff van der Merch. Il a une vie étonnante. Donc, pour vous le situer, il est né en 1900 et il est mort en 1993. C'est un ancien étudiant de l'ULB, de l'Université libre de Bruxelles. Il reconnaît que ses maîtres sont, pour les spécialistes dans la salle, Henri Rollin Senior, Maurice Vautier, Léon Cornille ou René Marc. Il devient, à l'issue de ses études, directement stagiaire d'un professeur, stagiaire avocat d'un professeur de l'ULB, Paul-Émile Janson, et devient très rapidement professeur lui-même à l'ULB. Il devient professeur de droit public, de droit constitutionnel, de droit européen et de droit de la CEDH quelques années plus tard. Alors, c'est un professeur excessivement prolifique puisque lors de son Liber Amicorum, j'ai vu qu'il y avait plus de 80 pages d'articles qu'il avait écrits au cours de sa carrière, ce qui est particulièrement impressionnant. Maintenant, en plus d'être ce professeur, c'est aussi un magistrat. C'est un magistrat, c'est la magistrature debout. À 33 ans, il devient déjà procureur du roi de Bruxelles. Et puis, il fait toute sa carrière pour terminer procureur général près de la Cour de cassation. Alors, comme il avait encore un peu de temps libre, il est aussi juge à la Cour internationale de justice pendant 10 ans. Il est aussi juge à la Cour européenne des droits de l'homme pendant 13 ans. Il en devient d'ailleurs le vice-président. Ce personnage, et je vais m'arrêter là de vous parler de lui en tant que tel, mais c'est un grand résistant. Il a aussi été ministre à un moment un peu compliqué, au moment de la décolonisation. C'est lui qui a dû assurer la transition. C'est un sportif. J'ai été très étonné en faisant cette petite recherche. Il a quand même participé aux Jeux Olympiques dans l'équipe de bobsleigh de la Belgique. Il a eu quand même la 6e place. Je ne savais pas que la Belgique faisait du bobsleigh. C'est un alpiniste et en faisant un de ses trekking, il a découvert une nouvelle plante qui porte non pas son nom, mais... Donc on a ici un personnage qui est vraiment haut en couleur. Et donc j'aime bien la formule qui a été reprise lors de son éméritat à la Cour de cassation, où on dit qu'il est plus facile d'énoncer les fonctions qu'il n'a pas eu à remplir plutôt que l'inverse. Bon, assez parlé de Walter-Jean Genshoff van der Merch. Il a mené donc un combat, c'est un Européen convaincu, afin d'asseoir la primauté du droit de l'Union sur le droit national. Ce combat, à mon avis, on peut le résumer en 3 axes qui sont complémentaires et qui se renforcent mutuellement. Alors le premier axe, il se dit, il faut asseoir finalement le droit européen de manière solide, ou en tout cas les affaires européennes de manière solide, et donc il crée un institut d'études européennes, très tôt, en 1964,
Et ce qui est vraiment d'intéressant, c'est que dès le départ, le projet est d'en faire un lieu de rencontre entre les académiques, bien sûr, mais aussi les praticiens, les avocats ont une grande place, mais également les fonctionnaires des institutions européennes qui sont voisines. Il veut donc tout de suite décloisonner l'étude des affaires européennes en mettant toutes ces parties prenantes, qui sont finalement au cœur du projet européen, finalement autour de la table. Et il va d'ailleurs prolonger cette volonté-là, puisque déjà en 1964, imaginez-vous ça dans vos institutions respectives, il crée 3 sections, une section politique, économique et juridique, mais ces 3 sections ont un programme commun, un tronc commun majoritaire, et puis ensuite des cours à options dans leurs matières différentes. Donc vraiment, il essaye de mettre toutes ces perspectives ensemble pour étudier un objet commun. Et là, vous voyez évidemment le côté interdisciplinaire que je vous évoquais en début d'exposé. Alors, au-delà de ça, le deuxième axe de sa stratégie, c'est il fait flèche de tout bois. Il se dit, voilà, j'ai Van Gentenloos et Costa contre Enel, comment est-ce que je vais arriver à l'imposer, à le faire accepter au niveau de mon État? Alors d'abord, c'est un professeur, donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'écrire un livre, de diriger plutôt un collectif de 1200 pages, et dans cette direction, il se réserve l'article principal, qui est la partie droit communautaire et ce rapport avec le droit des États membres. Et là, il expose longuement, finalement, pourquoi il considère que la primauté du droit de l'Union européenne sur le droit national est une bonne chose. Donc, première étape, une étape assez classique pour un professeur, c'est d'écrire. Ensuite, il dit, je suis professeur, mais je suis également haut magistrat. Et donc, en Belgique, il y a une pratique assez ancienne qui consiste à ce que le procureur général prononce une mercuriale. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Donc, une mercuriale, c'est une sorte de discours d'ouverture du procureur général lors de l'ouverture de l'année judiciaire. Et c'est un discours très long qui est publié dans le journal des tribunaux et qui est en général un article de doctrine qui est très lu et très suivi. Et donc, 2 années successivement, il écrit des mercuriales sur cette question où il a l'occasion finalement de toucher les juges de manière assez large et le monde du barreau. Enfin, il attend le cas. Il attend le cas, et lorsque l'affaire de la fromagerie franco-suisse Le Ski arrive, eh bien, pardon, lorsque ce cas arrive, eh bien, il est tout heureux, donc on se situe ici en 1970, il est tout heureux de pouvoir rédiger des conclusions extensives où il reprend finalement le contenu de ses mercuriales et également le contenu de son article, et il écrit des conclusions qui seront reprises, je ne vais pas dire mot pour mot, mais de manière particulièrement extensive, par la Cour de cassation. Alors, au-delà de ces explications assez contextuelles, plongeons-nous quelques instants dans ces fameuses conclusions qui ont été reprises, et c'est le 3e axe, c'est une analyse juridique relativement originale. Originale parce que la Cour de cassation n'était sans doute pas habituée à ce genre d'approche. C'est-à-dire qu'il ne va pas analyser finalement la question de la primauté à travers la grille d'analyse classique de la souveraineté, telle que généralement proposée par la doctrine à ce moment-là. Mais il va vraiment plonger les mains dans le cambouis, en quelque sorte, et il va faire une analyse de la nature réelle de l'Union européenne, de ses objectifs politiques, de ses institutions, du fonctionnement de ces institutions, des effets et de ses spécificités par rapport au droit international. Donc vous avez ici une analyse à 360 degrés de cette organisation internationale originale pour expliquer en quoi, en fait, vu son explication, eh bien, il faut absolument reconnaître cette primauté du droit européen. Alors, évidemment, j'exagère un petit peu les traits. Ce n'est pas que Walter Jean Ganshof van der Merch qui a permis cette primauté du droit européen sur le droit national. Walter Jean Ganshof van der Merch n'était lui-même pas tout seul. Il y avait toute une équipe derrière lui et il n'était certainement pas le seul à penser ça. Je pense que ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà ce qu'on peut entendre par l'interdisciplinarité, le droit comme un moyen pour arriver à une fin politique,
que les juristes de l'école de Bruxelles mènent des combats qu'ils essayent donc de faire parvenir au moyen du droit. Je pense que cet exemple assez simple et finalement maintenant assez daté est assez évocateur de cette approche un peu particulière que l'école du droit de l'ULB partage. Mais cette approche, ces conclusions de l'avocat général ne sont pas restées lettre morte à l'étranger, puisque la France cite le procureur général lui-même dans ses conclusions de l'arrêt Jacques Vabre. Il reprend quelques années plus tard les conclusions de l'avocat général Ganshof van der Merch pour finalement dans cet arrêt Jacques Vabre qui pose la même question de la primauté du droit européen par rapport au droit français et qui aboutit à la prééminence. Donc on voit qu'il y a eu un certain rayonnement de son œuvre au-delà des frontières, même si ce n'est pas passé au-delà de toutes les frontières, puisque finalement, au même moment, la Bundesverfassungsgericht allemande, ou quelques années plus tard, je crois que c'est en 1974, dans son arrêt Zolang, n'adopte pas du tout la même attitude, puisqu'elle refuse, ou en tout cas, elle considère que cette Cour constitutionnelle a encore un droit de regard sur le droit européen. Et il faudra attendre, je pense, 1986 pour que la Cour constitutionnelle allemande change son avis. Voilà, je voulais vous lancer cette petite histoire et essayer de répondre à toutes vos questions concernant cette école de Bruxelles et la question de la primauté du droit. Merci de votre attention.